Et évidemment, ce qui est compliqué là-dedans, c'est que plus tu scales, plus tu as un besoin du coup en BFR. Et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas parce que tu fais plus de chiffres, c'est que tu as plus d'oseille. Et ça, c'est un vrai truc qu'on a compris après. Et en final, tu te rends compte que quand tu fais 200 000 par mois, tu as la même problématique quand tu fais 20 000 par mois. Sauf qu'elles sont plus grandes. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Kevin Aourag, qui est le fondateur de thinkprotein.com. Salut Kevin, ça va ? Salut, écoute bien, merci en tout cas. Très heureux de te recevoir. Vous êtes nombreux à me contacter sur LinkedIn et je vous invite à continuer à le faire pour me raconter ce que vous avez pensé des épisodes, les idées que vous pouvez avoir le cas échéant. Et parfois, je reçois des messages d'entrepreneurs qui me disent « Écoute, moi je suis entrepreneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, est-ce que ça pourrait t'intéresser ?» Et c'est le cas de Kevin, tu m'as contacté il y a quelques mois, si je dis pas de bêtises, pour me raconter de manière très factuel ce que tu avais fait avec Think, et j'ai trouvé ça hallucinant et j'espère que vous allez trouver ça vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, hallucinant ce matin ou cet après-midi et l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. En gros, Think développe des bars et des boissons surtout protéinées véganes, bio, gourmandes, tu me l'as dit, et c'est un unfair advantage que vous avez, c'est le goût, pour aider les personnes actives. Tu vas m'aider à définir ce que c'est une personne active à atteindre leurs objectifs. C'est une boîte que tu as fondée il y a quelques années. 4 ans? 3 ans? Ouais, 4 ans. Ouais, c'est ça. Vous êtes 3, vous faites 2 millions d'euros de CA, vous êtes autofinancé après une petite levée en love money dès le départ, mais de pas grand chose. C'est surtout si j'ai bien compris, du sweat for capital. C'est ça, de l'aide que vous avez reçue. Ouais, c'est du proche. Du proche et un petit coup de pouce de BPI. Donc tu vas me raconter comment vous avez fait ça. Il y a un sujet qui sera hyper intéressant. Enfin, tous les sujets seront intéressants, Kevin, mais il y a un sujet qui sera intéressant, c'est que vous êtes très fort sur la conquête de nouveaux clients, 55% de nouveaux clients chaque mois. Oui. Mais vous êtes aussi très fort sur la rétention, puisque 70% du CA, c'est du returning. Donc, c'est-à-dire que vous arrivez à conquérir de nouveaux clients et ensuite à les élever au cours du temps et à les faire consommer, en tout cas à les fidéliser. Donc, ça, c'est un sujet que je serais très heureux d'aborder. Je serais aussi heureux d'aborder ton envie d'entreprendre, parce que c'est pas un truc que tu avais dans ta famille ou que tu avais autour de toi. Tu étais graphiste. Il y a 5 ans, quand tu t'es lancé, tu ne savais pas ce que c'était la TVA. Et aujourd'hui, on vient de préparer, ça fait 1 heure qu'on parle business. Tu viens de m'expliquer comment tu es en train de faire un LBO et que tu fais du rachat de parts et que ta holding a pris une participation, enfin, sur des sujets assez techniques de finance. Et je trouve ta progression intéressante et tu vas me raconter en fait tes apprentissages. Et puis surtout, j'ai envie de comprendre un peu ce marché que je ne connais pas très bien. Vous avez, chers auditrices, chers auditeurs, entendu Feed entre autres et d'autres boîtes de compléments alimentaires sur le panier. Là, on n'est pas sur cette verticale. On est dans un univers qui est connexe et que tu vas me raconter. Bref, bienvenue Kevin. Très heureux de te recevoir, et surtout, on a quelques points communs. Alors, déjà, tu fais un beau carton, mais on a quelques points communs. Pardon, je pensais à ça. Il y a quelques années, quand tu t'es lancé, tu as eu un petit creux, et t'étais au RSA. Moi, j'étais au RSA avant de lancer pas Cosa Vostra, mais ma boîte précédente, avec cette furieuse envie, d'un coup, une réalisation d'entreprendre, de te sortir les doigts et de faire quelque chose. Ouais, tout à fait. Ouais.
Quel souvenir. Ouais, raconte-moi ça. T'as lu un bouquin aussi qui a changé un peu ta perspective à ce moment-là. Ouais, j'ai eu une phase où je suis tombé assez bas et où du coup, il y a un bouquin audio qui était de Napoleon Hill qui est Penser et devenir riche. Le titre est très marketing, mais le fond est très intéressant. Penser et devenir riche, ouais. Tout à fait. Et je me suis écouté en boucle, en courant un petit peu, et je me suis auto-persuadé qu'en fait, ce à quoi je pouvais aspirer, je pouvais y arriver. Et ben écoute, on est jamais... mais sinon, très content du chemin parcouru. Ça m'a aidé en fait à starter et à arriver grand. Ok. Commençons par Sync. C'est quoi Sync? Sync, avec tes mots. C'est une marque un peu dans la food tech. Donc on fait des bars et des boissons protéinées vegan, bio et gourmandes, respectueuses de la planète également. On en reviendra après. Et pour les personnes actives, ce qu'on peut définir par personnes actives, c'est des personnes qui font un peu de sport. Donc ça va du fitness au yoga, pilates. Soit les cours co, ça marche aussi, ou les cours collectifs. Cours collectifs, ouais, okay. ou d'autres sports. Comme tu le disais, en fait, nous, notre univers, c'est la nutrition sportive à la base. Ce qui est différent d'un feed où ça va être du remplacement de repas ou de l'univers des compléments alimentaires. Donc on a une cible qui est quand même assez active, assez sportive. Et on évolue là-dedans. Et on est sur la verticale de la protéine. Donc ce qui est un macronutriment essentiel. C'est quoi un macronutriment? Ça fait partie des 3 macronutriments qui sont essentiels pour le corps, qui sont les lipides, les glucides et la protéine. Ok. Et tu as besoin de protéines si tu veux perdre du poids. Ok. D'augmenter ta protéine. Tu as besoin d'augmenter ta protéine si tu veux prendre du muscle. Et pour être en bonne santé, tu as un ratio protéine journalier qui est important à conserver. On trouve de la protéine dans l'alimentation, dans les viandes évidemment, mais aussi dans l'alimentation végane. Ouais, t'as viande, poisson, les œufs, ouais, le lait, et après du coup dans toutes les légumineuses. Ok. Et c'est un marché que je connais pas très bien, donc je suis très heureux que tu m'en parles. On parle beaucoup de whey. Ouais. Non, en général, quand on parle de prot en salle de sport. Ouais, la whey, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est un nom du coup qui définit la protéine laitière, qui est pas réellement une protéine laitière en fait. La protéine en poudre de lactosérum, c'est du déchet de fromage. On prend le déchet de fromage, bien souvent c'est très chimique, on le passe au peroxyde d'azote pour le décolorer, on le réenrichit un peu en nutriments parce qu'il en perd, et c'est ce qu'on vend en fait. Et nous à l'époque on trouvait ça aberrant. Attends, on vend des déchets de fromage passés à la quoi? Au peroxyde d'azote. Peroxyde d'azote. Ouais, ce que tu utilises quand tu décolères tes cheveux, non? Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Hein. C'est avec des solvants, c'est un procédé qui est assez chimique. Ok. Et souvent, du coup, pour donner du goût ensuite, on édulcore ça artificiellement avec des édulcorants qui sont pas forcément très bons et qui peuvent être nocifs pour tout ce qui est microbiote. Toi-même, t'as été, t'es un fan de muscu. Tu as été un fan de muscu. Beaucoup. Ouais. J'ai fait beaucoup de muscu. J'ai consommé beaucoup de produits, beaucoup de whey également. Moi, la différence, c'est qu'en fait, je digérais très peu le lait et qu'au final, du coup, je consommais de la protéine de whey pour atteindre mes ratios en protéines nécessaires à prendre du muscle. Sauf que je le digérais très mal. Donc au final, ça sert à rien de consommer un truc qu'on digère pas puisqu'on l'assimile pas. Et même des produits, j'imagine que dans ce milieu, tout n'est pas tout n'est pas forcément recommandé. Ouais. J'ai eu cette comment je dirais, cette envie en fait de ressembler à des idoles quand t'es gamin et quand t'es jeune adulte. Et en fait, t'es très vite confronté dans la muscu à tes limites en fait, à tes limites du coup physiques. Okay. Et on n'est pas tous égaux. Et je me disais mais comment ces mecs font pour être aussi énormes, aussi secs et tout. Moi aussi je veux. Et en fait, je suis rentré dans un cycle un peu infernal dans lequel j'ai consommé des produits, du coup des stéroïdes, ce qu'on appelle ça, et qui ont un impact considérable sur ma vie et mon mental. Pas que sur ton corps, du coup. Non. Ouais. Ok. Comment est-ce qu'on rentre là-dedans? Je parle pas des stéroïdes, mais de manière générale, j'ai le sentiment que dans une salle de sport, c'est peut-être quelque chose qui se sait, mais toi, avec Sync, tu as visé les personnes actives qui sont pas forcément dans des salles de sport, t'as les cours collectifs, mais tu m'as aussi parlé de yoga, de cross, de choses que je peux faire à l'extérieur. T'as un sujet d'éducation, j'imagine. Alors, c'était vraiment le cas il y a quelques années, ouais, où la protéine était presque vue comme un produit un peu dopant dans les mœurs, et ça s'est quand même vachement démocratisé. Tu as des marques, du coup, notamment allemandes, qui sont arrivées et qui ont permis, du coup,
une forme d'évangélisation du milieu. T'as notamment Thibaut InShape, le YouTuber qui a aidé en fait à casser ces a priori. Ok. Et donc tu me disais qu'il y a de la prod, ça s'achète, c'est de la whey. Historiquement, des restes de fromage qui ont été passés au peroxyde d'azote. Mais tu découvres aussi un jour qu'il y a de la prod végétale. Ouais, il y a 4 ans, je me dis tiens, il y a un truc qui s'appelle protéine vegan protéine. Ouais. Et c'est tout en bas en fait, c'est assez caché. Et à l'époque, les industriels du coup se disent bon voilà, il y a des véganes, donc on va les contenter avec un produit. Et à ce moment donné, je me dis mais il y a un truc à faire. Alors c'était un peu The Game Changer, le fameux de Netflix, mais qui il y a 4 ans en arrière. C'était comment est-ce qu'on peut du coup prendre ce produit que les gens qui digèrent pas les produits laitiers ou la protéine peuvent consommer assez facilement, et on l'évangélise et on en fait un produit qui est plus logique de consommer d'un point de vue typiquement. Je me suis posé la question à l'époque en me disant mais quel est l'intérêt en fait de nourrir des vaches avec de l'herbe, du végétal, derrière de prendre le déchet du lait, d'en faire de la protéine et de nous nourrir avec. Est-ce qu'il n'y a pas un raccourci plus intéressant d'aller prendre directement les légumineuses, de les compiler, parce qu'en fait, dans les légumineuses qu'on a, bien souvent, tu n'as pas suffisamment d'acides aminés. La protéine est structurée avec les acides aminés. Et en fait, il te faut un équilibre que tu retrouves dans la protéine animale, que tu n'as pas dans une seule source de légumineuses, donc de protéines végétales. C'est pour ça que dans le produit, tu vas avoir 4 ou 5 sources de protéines végétales différentes, du riz brun, de la courge, lentilles ou autre, pour atteindre du coup ce profil d'acide aminé identique à la protéine animale. Et en fait, l'idée c'était ça. C'était de se dire, mais en fait c'est beaucoup plus logique d'aller chercher des légumineuses, d'en faire de la poudre, et de la vendre à la place de déchets de fromage. Ok. J'entends, j'ai plein de questions qui me viennent, mais je vais commencer par celle-ci. Donc, tu viens pas du milieu de l'entrepreneuriat. Du tout. T'as eu une période, je sais pas si tu veux l'aborder, mais où t'as un peu touché le fond, une période un peu compliquée après ces fameux produits. Et là, tu découvres qu'il y a des produits qui sont bien, qui ont du sens par rapport à l'environnement, par rapport à l'humain, par rapport à le métabolisme, parce que c'est pas un produit qui a été transformé cette fois. Tu es graphiste de formation. Comment se fait le déclic? Écoute, à quel moment tu te dis je vais faire quelque chose? Je pense que je suis arrivé à un stade à l'époque où j'avais rien à perdre. C'était assez compliqué et j'ai un peu touché le fond. J'ai perdu mon job, j'ai foiré ma relation et donc mon mariage. Et à ce moment donné, je suis en pleine introspection personnelle. Je commence à écouter un peu de podcast et je suis convaincu qu'il y a un truc à faire avec cette protéine et que je pourrais le faire par passion en fait, parce que je suis passionné par ça et je suis consommateur. Donc j'ai un angle de vue en fait qui est loin d'être biaisé et qui est pas du tout business, qui est vraiment en fait conso. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et à ce moment donné, je me dis écoute, voilà, j'ai rien à perdre. J'ai des dettes, j'ai plein de trucs. Si je veux m'en sortir, c'est pas avec un job alimentaire. Alors même si j'y connais rien, je vais rêver grand et je vais foncer. Et donc tu as lu à ce moment-là Penser et devenir riche. Ouais, c'est ça, de Napoleon Hill. Tu m'as dit que t'écoutais le podcast aussi, Le Panier, à l'époque. Ouais, bien sûr. Ouais, à l'époque, j'écoutais Le Panier, j'écoutais Do It Yourself. Ouais. Et tu n'as plus rien à perdre, c'est ça? Ouais. T'es un peu au fond, t'as des dettes. Aujourd'hui, plus de dettes? Non, plus de dettes. Bon, gros carton, super. Comment et tu découvres, cette prot végétale qui a du sens, qui peut être bon pour l'humain. Ça marche de la même manière qu'une prot laitière, je sais pas comment on dit, que la whey? Ouais, c'est le même principe. Donc soit du coup tu la consommes en shaker, donc tu remplis ton shaker et du coup d'eau et tu mets du coup ta poudre à l'intérieur, tu te shakes et tu bois. Soit tu la consommes du coup en recette. Il y a pas mal de nos clientes qui font des smoothie bowls, qui font des pancakes, plein de petits déj avec. La différence vraiment en termes de sensation par rapport à une protéine laitière, c'est que tu vas pas avoir cet arrière-goût un peu lacté et surtout ça se digère beaucoup plus facilement. Donc t'as pas de ballonnement et nous on a beaucoup de gens qui ont des difficultés, une perméabilité intestinale et qui viennent chez nous parce qu'ils ne digèrent pas la whey en fait, tout simplement. Et ils sont heureux de trouver une protéine qui digère. Ok.
Raconte-moi un peu tes galères de lancement. Tu me dis que tu veux te lancer, t'es graphiste, t'y connais pas grand-chose, t'as pas d'entrepreneur autour de toi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Écoute, je pense que c'est mon ignorance du milieu qui m'a grandement aidé. Au début, j'ai une idée de produit. Je suis graphiste, donc je commence par la DA. C'était mon truc. C'est toujours toi aujourd'hui? C'était moi aujourd'hui jusqu'à il y a 6 mois. Ok. Et du coup, en fait, je me dis, mince, c'est mon avantage, c'est ma zone de génie, donc allons-y. Avant même d'avoir un produit, en fait, je commence à designer un peu les produits et tout. Je donne un univers, en fait, un peu de marque et tout. Et je commence du coup à essayer de sonder un peu autour de moi. Donc des amis sportifs, mon entourage et autres. Et je me mets dedans, en fait. Et je pense que je l'ai vécu à l'époque comme si la marque était déjà lancée et comme si c'était déjà une réussite. Et c'est comme ça que je me persuade que ça va fonctionner. Au tout début, après, du coup, je commence à démarcher du coup des façonniers. On fait quelques tests. Ouais. J'ai une personne que je rencontre du coup en salle de sport qui me dit mais ton projet m'intéresse. T'as besoin de combien? Et moi au début, j'en ai aucune idée. J'ai dit peut-être 10 000. 10 000 me paraissait énorme parce qu'à l'époque moi j'avais la notion de salariat et de salaire standard. Et pour moi 10 000 me paraissait une grosse somme. On sait que 10 000 maintenant pour lancer une marque c'est très compliqué quoi. Surtout quand t'as des MOQ. Il faut être fort. Voilà, c'est ça. Alors, il y en a qui le sont très très fort et je vous invite, chers auditrices, chers auditeurs, à écouter l'épisode que j'ai enregistré avec Flotte où eux, ils ont lancé pour 20 000. Ouais. Mais je conçois tout à fait que 10 000, c'est pas beaucoup, quoi. Mais donc, ils te proposent, non, ils te demandent ils te proposent d'investir, ils te demandent de combien t'as besoin. Moi, je dis go direct. Je me dis, voilà, moi, j'ai aucune notion de business. Je suis pas dans les chiffres, je suis pas maths. Je crois que j'ai eu 4 ou 2 sur 20 au bac pro. Je suis pas du tout, en fait, dans ce milieu-là. Je me dis, ça peut être très bien, ça peut être complémentaire, et puis c'est parti. Je pense que, comme dans beaucoup d'associations au départ, c'est la peur d'être seul, la peur d'échec. Et souvent aussi, ce manque de confiance en soi, il t'emmène sur la notion de la personne avec qui je vais cofonder ou qui va être avec moi pourra me pousser vers la réussite. Et Savoir s'entourer. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, on lance le truc, 6 mois, 8 mois, on a les produits qui sont prêts, on a du coup les ambassadeurs qui sont prêts, la marque et tout. Et il me plante à ce moment-là. On n'avait rien signé, il devait s'occuper du coup de toute la partie juridique. J'y connaissais rien. Première erreur, du coup. Il me plante, donc je repars à zéro. J'ai toujours mes dettes. Et à ce moment-là, du coup, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai pris quelques jours à y réfléchir. Je me suis dit, en fait, non, je remonte autre chose de mon côté. Et donc, je prends le nom, en fait, qu'on allait donner. Il te plante, ça veut dire quoi? Il m'envoie un SMS, en gros, en me disant, hello Kev, écoute, m'en veux pas. Je peux pas te dire pourquoi, mais je me sens plus dans le projet, j'arrête. Ok. Et donc là, moi, en fait, tous les espoirs... Tu avais espoirs... bossé combien de temps? Ouais, facile, 12 mois. Ah là là. Bon, ça arrive. Et ça arrive. Et vaut mieux s'en rendre compte à ce moment-là. Enfin, 12 mois plus tôt, ça aurait été bien. Mais vaut mieux s'en rendre compte au bout de 12 mois qu'après 3 ans. Non, mais meilleure expérience. Parce qu'en fait, il m'a rendu ma liberté. Et je l'avais appris. Bien sûr. En faisant ça, je me dis, ok, bon, maintenant, j'ai une notion de TVA. Je sais ce que c'est, parce qu'au tout début, du coup, j'avais aucune notion de TVA. La première chose qu'on m'avait dit, c'est va voir un comptable. Je vais voir le comptable, elle me dit, mais il y a de la TVA. Je lui dis, c'est quoi? Et non, mais vraiment, voilà, à ce moment donné, c'était chaud. Et elle me dit, votre TVA, elle est à combien? Je dis, je sais pas, à combien elle est de 20%, un truc comme ça. Non, en fait, t'es en TVA réduite, alimentaire, t'es à 5,5. Moi, ça me changeait pas grand chose. En fait, par contre, du coup, 3 ans après, tu te rends compte que sur le business, c'est énorme. Et qu'avoir une TVA réduite, c'est génial. Et du coup, en fait, voilà, il m'envoie ce message-là. Je repars de zéro. Et le nom du produit qu'on devait sortir, notre protéine, donc, qui s'appelait Synergique. C'était la synergie de plein de protéines légumineuses. On le prend et je le lance dans la marque qui est Sync maintenant. Et voilà, on repart pour une aventure. Seul. Alors, ou pas, vas-y. Au départ, seul, sauf que un ambassadeur que je devais prendre, qui était un ami à moi de mon adolescence. Que t'as choisi pourquoi? Que j'ai choisi parce qu'il était dans l'univers du sport, du fitness. Avec un bassin d'audience, avec de la visibilité déjà? Pas trop au départ. Ok. Mais une envie d'entreprendre. Ok. Et puis, du coup, une complémentarité. Et évidemment, la peur d'être seul à nouveau. Et du coup, on cofonde la marque ensemble. Donc, Quentin, qui devait être ambassadeur pour mon ancienne marque, devient mon cofondeur.
et on se lance. Quentin, cet ambassadeur dont tu parles. Ouais. C'est marrant, t'as dit la peur d'être seul. Moi, je trouve que très souvent, il faut savoir se faire confiance, mais que c'est très très difficile quand tu te lances. Ouais. D'oser se faire confiance. J'ai compris, en fait, si tu veux, le pouvoir de l'intelligence du collectif, du cerveau, du coup, collectif, de savoir bien s'entourer. Mais quelques années après, mais du coup, de pas se dire, il faut à tout prix que je fasse rentrer des gens dans la boîte, parce que c'est eux qui vont m'aider à y arriver. C'est eux qui vont le faire pour moi. C'est les erreurs que j'ai fait au départ, notamment m'associer aussi avec mon ex. Alors je regrette rien parce que tout ça m'a amené à celui que je suis maintenant, au niveau de maturité de la boîte. Et je suis personne pour dire que si j'avais été seul, on y serait arrivé. Enfin, j'y serais arrivé, mais je pense que c'est bien souvent, en tout cas pour ma part, je fais le constat que savoir s'entourer, c'est très bien. Mais du coup, garder confiance en soi et savoir s'écouter aussi, c'est bien. Et ça peut empêcher pas mal de problématiques, notamment au niveau de l'actionnariat ensuite. Ok, donc ton ambassadeur te rejoint et ce qui devait être synergique devient sync et tu te relances avec lui à ce moment-là. Ouais. Tu as toujours les contacts de ton façonnier ? Non, on change. Tu changes de façonnier. C'est quoi un façonnier pour Un façonnier, c'est quelqu'un qui va sourcer tes matières premières, qui va te faire les mélanges. Alors bien souvent, ils ont une équipe de R&D en interne qui font des tests et qui font de l'innovation produit. Et contrairement à ce que en général les gens font par facilité, qui vont marque blanche ou un produit sur l'étagère, nous on a fait développer nos produits de A à Z. Développer la recette. Ouais. Ok. Et du coup, un façonnier, c'est ça. Il te livre un produit du coup fini, emballé, prêt à vendre. Mais sur une recette qui t'est propre et que tu as développée avec lui. Ouais, pour nous, oui. Ok. Comment tu développes une recette ? Alors toi, il se trouve que tu connaissais le produit, que c'était ta passion, que tu avais de l'expérience, des bons et des mauvaises choses, d'ailleurs des bonnes et des mauvaises choses. Bah, tu prends contact au départ. Alors bon, au tout début, je l'ai commencé quand je devais m'associer du coup avec la personne qui m'a planté. Mais à l'époque, du coup, il faut arriver à convaincre en fait un façonnier que ton projet va marcher en fait, parce que derrière il investit du temps. Et à l'époque, c'était compliqué parce que c'est pas payant ce développement de recettes ? Ça peut l'être, okay. Mais bien souvent dans notre domaine à nous, c'est pas payant. C'est un engagement après derrière sur commande. Et donc tu négocies avec le façonnier. T'as plusieurs tests. Ça peut durer plus ou moins longtemps. T'as des marques comme des grosses enseignes qui vont directement chercher un produit sur étagère que les façonniers ont déjà développé et c'est facile, tu l'emballes, tu le marketes et tu le vends. Tu mets ton logo, ouais. Nous, on a 2 ans de R&D avec eux. On a beaucoup de tests. Nos produits ont complètement évolué. Ils évoluent tous les 6 mois. On essaie de toujours améliorer le produit. Qui est en charge de la validation de la recette d'un point de vue légal? J'imagine que tu peux pas vendre n'importe quoi sur le marché. C'est toi ou c'est le façonnier? C'est le façonnier. C'est le façonnier. Donc tu élabores une recette et lui tu dis attention, là on n'a pas le droit, ou là c'est dans des doses trop importantes. Ouais, bien sûr. Ils font rien ils font en sorte que le produit soit commercialisable. Ils ont des engagements là-dessus. Ouais. Nous en plus on a une certification bio. Donc on est très regardé, très surveillé. Donc voilà. Très bien, je te laisse continuer. Donc tu trouves un nouveau façonnier, vous développez ensemble la recette. C'est lui qui est en charge de, je regarde où il est de ton côté, 73. Tu es en Savoie, pardon, je l'ai pas dit, mais tu nous arrives mon Dieu, vieux con, Laurent. Tu es d'Annecy et tu es venu me voir d'Annecy, donc je suis très flatté. Il est en charge donc de la validation et en tout cas de rester dans la norme. J'imagine qu'il y a une certification à obtenir, c'est lui qui s'en charge. Ouais, au départ, oui. Ok. Et ensuite, le produit est homologué, t'as un code barre, et ça aussi, c'est lui qui s'en charge. Non, le code barre, c'est nous. Ok. Tu accèdes à un service, tu crées ton code barre, il est référencé aux normes, et ensuite, après, c'est ton produit, quoi. Ok. Donc, tu trouves ton façonnier, vous faites 2 ans de tests d'évolution de la recette. Tu t'y es associé à ce moment-là, tu es associé avec un ambassadeur qui se trouve être un ami. Ouais. Raconte-moi le lancement. On démarre avec 30 000 balles. On part sur un premier... x3 par rapport à ton... Ouais, voilà. On démarre avec 30 000 euros. On se dit, bon, ok, on va prendre un pool d'influenceurs. On va se dire que sur les influenceurs qu'on va prendre, ils vont avoir un taux de conversion à 3%.
Et du coup, on se fait nos petits calculs. On est persuadé que la première année, on fait 1 million. On met tout dans un salon, le Body Fitness, salon du Body Fitness à Paris. Et on se dit, voilà, on a 30 000 euros. On a fait l'équivalent de 30 000 euros de dette bancaire. Et on se dit, vas-y, go, on lance. On met tout dans le salon en termes de budget. T'as mis les 60 000 euros dans le budget? Ouais, tout. Dans le salon? Tout. Influence marketing plus le salon. Et on se dit, dans le salon, en 3 jours, on fera 100 000 euros. On fait le salon. Les gens adorent le produit, sauf que on a eu un problème de prod et on avait 2 goûts au départ qui devaient être chocolat, vanille, 3 goûts, pardon. Et du coup, apple pie. On n'a pas de chocolat, pas de vanille, on a que l'apple pie, qu'on a appelé tarte pomme cannelle. Donc tu lances un produit qui est pas dans les top habitudes de consommation. Ouais. T'as un monoproduit, il est sur ton salon et tu fais 8 000 euros en 3 jours. Sur 60 000 euros, enfin t'as peut-être pas tout dépensé, mais bon, ok. Ah si. T'as tout dépensé. Tout dépensé. Mais c'est un salon grand public ou un salon professionnel? Non, c'est un salon grand public. Il y a du pro et du grand public. En fait, tout le monde vient, déguste, très peu achète. On rentre, du coup, de ce week-end-là. Je me rappelle, on a loué des camions, donc on redescend, on se tape 5-6 heures de route avec les produits, du coup, dans le camion. On va les redéposer, du coup, au premier logisticien avec qui on bossait. Et du coup, on rentre, on se dit, bon, bah, c'est pas grave. Dans une semaine, on lance le e-shop, ça va cartonner. À ce moment-là, on revient, on a moins 10 000 euros sur le compte en banque. Ouais, je peux t'arrêter un quart de seconde? Bien sûr. Passage à vide pendant quelques temps. Lancement de ta première expérience avec ton associé qui te plante. Ouais. Lancement de ta deuxième expérience avec ton copain d'enfance, le salon, 60 000 euros dépensés, 8 000 euros de CA, moins 10 000 à la fin sur ton compte. Il faut un peu de résilience, là. Ouais, mais en fait, persuadé qu'au lancement du e-shop, ça a marché. Ok. Du coup, on lance le e-shop. On continue, on avait 4 000 euros, je crois, de dépenses d'influence marketing mensuelles. Donc, on continuait, en fait, tu vois, la dette. On lance le e-shop, premier jour, on fait 6 000 euros. Attends, quelle banque? Elle est géniale, ta banque. Ouais, c'est la BNP, ouais. On est encore avec eux depuis maintenant. Enfin, ils ont bien fait. Ouais, ils sont géniaux. Et du coup, on lance le e-shop, on fait 6 000 euros le premier jour. On se dit, c'est bon, ça cartonne, c'est ce qu'il fallait faire. Parfait. Deuxième jour, 2000. Et après, les jours suivants, on passe à 200, 300 euros. Il y a des jours où on fait 0, où on fait 150 balles. Énième passage à vide. Et là, tu te dis, merde, on coupe l'influence marketing. Donc, on se sépare des influenceurs. On n'en garde qu'un seul, qui est devenu un ami maintenant, qui s'appelle Big Will. Et qui a 1 million d'abonnés, qui a monté des business et qui est super cool. Big Will, les 2 premières années de la boîte, il a représenté 25% de notre chiffre d'affaires. Et en gros, si tu veux... Il prenait quoi en com? Il prenait 1005, après 2000. Ah, donc c'était un fixe? C'était pas une commission ou un forfait? Ouais. C'était un forfait, pardon, et pas une commission. Okay. Ouais. Et du coup, en fait, on se dit, bon, bah, ok, là, c'est la merde. On coupe les charges. La majorité des gens de mon entourage me disent, vas-y, arrête, laisse tomber, t'es pas fait pour ça. J'ai même mon père qui me dit, va bosser en Suisse comme ton frère. Tu gagneras de l'argent et tout. Donc en fait, j'ai tout le monde qui me dit arrête, laisse tomber. Ce qu'on fait, c'est que 3 semaines après, on se dit bon bah c'est peut-être le problème du prix. On était à 40 euros, on passe à 35. On fait une com dessus et tout. C'est 40 euros pour quoi? 40 euros à l'époque, c'était des pots de 800 grammes. Donc c'était en pot comme on voit. C'était en pot, les pots étaient noirs. Ouais. Complètement différent de ce qu'on avait maintenant, très performance. On se dit bon bah voilà, c'est un problème de prix, on communique dessus, on baisse le prix, mais les ventes ne bougent pas. Et là on se dit c'est vraiment la merde. Du coup Alors, juste pour comprendre, t'as une ligne de crédit à ta banque? Comment ils te font confiance? Enfin, c'est quoi le deal? Alors là, à ce moment donné, t'as levé 30 000, ouais. T'as pris 30 000 de dette, ouais. Et là t'es à moins 10, 15, j'en sais rien. Ouais, moins 15, moins 20. Ok. À ce moment donné, du coup, ce que je fais, c'est que j'ai mon meilleur ami qui suit le projet depuis le départ, et je lui dis écoute, t'as moyen de nous trouver de l'argent? Lui, du coup, va mettre un petit peu. Il a un petit réseau, du coup, de personnes avec qui il bosse en Suisse. Ils sont coachs. Et du coup, ils sont 3. Et à 3, en fait, ils mettent 20 000 chacun. Donc, à ce moment donné, il n'y a pas de KPIs. Qu'est-ce que tu leur vends? La vision. Le fait qu'en fait, on va révolutionner ce marché avec un produit qui est tellement différenciant et avec tellement d'unfair advantage que ça va forcément marcher. Et à ce moment donné, en fait, moi, j'y crois. C'est-à-dire que je suis capable de leur pitcher un truc en me disant la boîte première année on fait 1 million,
ensuite 2, 3, et on en fait une boîte gigantesque, parce que j'en suis persuadé en fait à ce moment. Et donc du coup ils suivent, ils mettent alors une partie en compte courant d'associé et puis une partie en capital. Ça donne du coup un nouveau souffle. C'est quoi la diff? La diff, c'est qu'en fait, pour nos... ouais, bien sûr, t'as une partie en fait, ce que tu mets en compte courant d'associé, tu le récupères ensuite. Ouais, en gros, c'est de la dette. C'est un prêt que tu fais à la boîte. Voilà. Et du coup, le capital, c'est pour le capital. Et du coup, ça donne un nouveau souffle. On continue, on avance doucement. Les ventes au début, voilà, tu fais 300, 400 euros jour. Donc ça monte. Tu commences à faire 8 000 euros par mois et tu te dis, bon, franchement, si on arrive à plus de 20 000 euros, on sera trop bien. Et en fait, on fonctionne comme ça. Et ça commence à prendre un peu, sauf qu'à un moment donné, on se dit, non, mais en fait, on avait fait une collab, j'en reviens parce que tu me dis si je digresse, mais on a fait une collab avec Gymshark à l'époque. Gymshark, qui est une grosse marque de... Ah, Gym. Ouais, Gymshark. J'ai cherché Jim, le prénom, tu vois. Gymshark, ok. On fait une collab avec eux sur le textile. Ouais, ils ont été super sympas avec nous, ils nous ont floqué en fait du textile. Et au salon de Paris, en fait, on avait un ambassadeur en commun qui était chez eux. Et du coup, super content, on monte au siège, on va les voir. On rencontre Noël Mac. C'était un réseau qui venait du coup de Quentin, mon co-founder. Et du coup, on discute un peu avec eux et en fait, on se dit, mais en fait, non, c'est pas un pot noir qu'on doit avoir. C'est que notre produit, on l'appelle plant-based, mais en fait, il est vegan. Mais on voulait pas dire c'est vegan, tu vois. On voulait du coup avoir un côté généraliste. Et du coup, il doit pas être noir, il doit être blanc. Il doit être blanc parce qu'en fait, notre cible, c'est une cible qui cherche un produit healthy. Et on est allé chercher du coup une cible performance qui n'est pas prête à mettre 40 balles ou même 35 balles dans une protéine végétale, et qui au final achètera peut-être parce que on leur vend une vision un peu à la Nike, mais c'est pas notre cible, c'est pas notre marché. Et en fait, au départ, déconnecté de tout ce qu'on fait maintenant. Pas de test and learn, pas on trouve pas notre route market fit. Tu vois, vraiment, mais hyper riche en apprentissage. Ouais, hyper riche, mais t'es passé au bord du gouffre ou t'as marché sur la crête pendant un bout de temps quand même. Pendant longtemps, ouais. Ah. Et pour réaliser que ton persona est pas celui que tu pensais attendre. C'est intéressant, j'en ai parlé. Ah, mon Dieu, avec qui dernier enregistrement, il y a quelques jours, avec un... Est-ce que c'était pas éponyme, je sais plus, bref, qui me disait challenger son persona. L'un des enseignements qu'il avait sur sa part de lancement, cette phase de lancement, c'était de challenger en permanence ses croyances et son persona, ça en faisait partie, quoi. Donc tu réalises qu'en fait, tu parles pas à la bonne personne. Non, une bonne année, on change de packaging, on se dit ok, c'est pas mal, et en fait, on fait, si tu veux, juste avant le Covid. Donc là, ça doit faire à peu près 1 an qu'on distribue, qu'on commercialise. Juste avant le Covid, on se dit bon, on lève un petit peu de love money supplémentaire et on fait du coup un levier, un prêt d'amorçage BPI. Et à ce moment donné, on se dit, ok, c'est juste avant le Covid. On a 100 000 euros de budget, on en met 70. 100 000 euros de budget parce que tu as commencé à faire de la marge. Non, même pas. Notre premier bilan, on a 70 000 euros de perte. Ok. C'est juste qu'on refait un peu de love money. Ok. BPI nous accompagne sur cette partie-là. Ok. Et on se dit, ok, faut qu'on retravaille le branding. Et on passe sur le packaging qu'on a maintenant. En sachet, avec des formes un peu cool. On travaille du coup avec Big Cheese, qui est big up à Lucas. C'est une agence qui est terrible. On travaille avec eux et à ce moment donné, tout le monde nous dit, mais vous êtes malade. Vous avez 70 000 de budget, vous le mettez tout là-dedans. En branding avec un nouveau site. Enfin, vous êtes fous, quoi. Même mon co-founder me disait, mais t'es malade. Et là, à ce moment donné, on le voit très bien sur la courbe de croissance, c'est au moment où on commence à exploser. Product market fit. Le produit, il a sa cible. Le packaging et le message, on le touche. Et ça commence à accélérer. Ok, c'est hyper intéressant. J'aimerais creuser ce point de bascule. T'as identifié ta bonne cible, donc il faut communiquer auprès de ta cible. Ouais. Ce nouveau packaging et ce nouveau positionnement, ou en tout cas cette nouvelle com. T'as fait du test and learn pour trouver ta cible ? Non. T'en as testé plusieurs avant de trouver la bonne ? Non. Donc t'as eu cet insight, ce sentiment, ce gut feeling, je sais pas comment on dit en français, cette croyance que ta cible était effectivement pas la perf, mais peut-être
une cible plus générale. Ouais. Cible plus générale, cible plus féminine. Ouais. Qui fait attention à sa santé. Qui utilise Yuka, qui va rechercher du coup. Mais qui consomme déjà de la prot. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ok, donc c'est quand même un consommateur averti. Ouais. Moi, aux périodes où j'ai fait du sport dans ma vie, j'ai jamais pris de prot. Je faisais du sport parce qu'il fallait faire du sport et parce que ça me faisait du bien à la tête, mais j'étais pas dans ce niveau-là de. Bien sûr. Donc toi, ton utilisateur, ton consommateur, il est déjà au courant que pour augmenter ses performances ou en tout cas avoir de l'impact, que le sport ait un impact plus fort sur son corps ou sa santé, il fallait qu'il consomme de la prot. Ouais. Ok. Soit pour prendre du muscle, soit pour perdre du poids et autres. Et à ce moment donné, du coup, on prend le pari. On tâtonne un peu avec l'agence pour trouver du coup un branding qui nous correspond et tout. À ce moment donné, j'ai mon ex dans la boîte. Et donc, en fait, il y a une triangulation très malsaine entre nous trois parce que... nous trois, c'est qui? C'est mon cofondeur, mon ex que j'ai fait rentrer, à qui j'ai cédé la moitié de mes parts, et moi. Et à ce moment donné, je crois qu'on a vécu l'année la plus compliquée possible. Humainement, ouais. Et attends, ton associé, il s'appelle comment? Quentin, il avait combien? Quentin, il avait... on était équilibrés. Donc tous les trois, vous aviez le même... sauf qu'à un moment donné, on se retrouve tous les trois équilibrés, en fait. Ouais. Elle, lui et moi. Et avec une partie en love money. Et là, du coup, ça devient très compliqué. Parce que il y a de la guerre. Il y a de la guerre d'ego. Ça devient malsain. Mais on fonce quand même sur ce branding. Moi, j'étais persuadé que c'était la meilleure solution. Et ça cartonne. Ça cartonne parce qu'on a enfin trouvé notre cible, que ce choix était bon. On arrive du coup au moment du Covid et notre progression accélère et les ventes se font et le taux de conversion est terrible. On est entre 5 et 6% de taux de conversion. Et là, on se dit waouh. Taux de conversion sur ton site en vente en ligne. Hein. Ouais. Parce que tu distribues aussi un peu ailleurs, mais on y viendra plus tard. Ouais. Ok. 5-6% taux de conversion. Ouais. Quelle part sur le returning, quelle part sur le nouveau? Eh ben écoute, on fait 70% de notre chiffre en repeat. Ouais. En returning. Et on fait 55% de nouveaux clients. Tous les mois. Chaque mois. Et ces 55% ont le même taux de transfo que les anciens? Ouais. Ok. Ouais. Coût d'acquisition assez faible. On est sur un ROAS typiquement méta à 6,5. Donc, l'influence marketing marche bien. Ce qui est un peu biaisé là-dedans, c'est qu'en effet, on a un produit. Et ça, je mets un point d'honneur là-dessus, c'est que quand ton produit est fait avec le cœur, il est conçu par et pour toi. Et du coup, forcément, au consommateur, si ton produit est bon, tes ventes se feront. Et il suffit d'adresser correctement. Et en marketing, on était très très nuls. On a appris depuis. Mais c'est essentiel. Et le produit. Le produit a quasiment tout fait, en fait, dans notre croissance. Si le produit est bon, les ventes se feront. C'est assez bold, c'est assez oui. comme affirmation. Enfin, il y a beaucoup de gens qui diront le contraire. Hein. Il suffit pas d'un bon produit. Quoi. Ouais, en fait, un bon produit n'est pas suffisant. Pardon. N'est pas suffisant. Il doit être exécuté correctement derrière. Ouais. Mais c'est quand même la clé. Le produit, en fait, le travail qu'on a mis sur le produit et le fait qu'il soit différenciant sur le marché et que les gens l'adoptent font en fait notre repeat. Voilà, pardon, c'est là où je voulais aller, c'est que un bon produit te permet de faire de la fidélisation. Ouais. Enfin, des gens qui achètent sont séduits par une communication, une promesse intéressante qui pourrait répondre à leurs besoins, consomment, sont satisfaits, reviennent. Ouais. Oui, d'accord. On construit pas un business pérenne sur un mauvais produit. En gros, c'est ça. Je suis d'accord. Et c'est essentiel parce que dans notre domaine à nous, en fait, comme il y a la notion du goût et que c'est un produit que tu consommes plus ou moins tous les jours, tu peux très vite être lassé et changer de marque. Et c'est un univers, en fait, c'est une industrie dans laquelle, en fait, tu es très peu fidèle. Tu changes beaucoup. Et le fait que nous, en fait, les gens soient fidèles et réachètent, ça fait clairement, du coup, un avantage concurrentiel par rapport aux marques qui se lancent au même moment que nous. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi quand tu t'es fait accompagner par une agence ou des professionnels, en tout cas des sachants sur ce sujet, qu'il y a eu ce déclic? Ouais, donc, un bon produit, un bon message. Le bon message, il faut se faire accompagner. Et puis, identifier, et ça, c'est ton gut feeling, la bonne cible. On peut dire que c'est les trois principaux facteurs de cette accélération, de ce product market fit. Ouais, et à ce moment donné, du coup, moi, je mets ma tête dans les datas à fond. Et je regarde. Et toi qui connaissais pas ce que c'était la TVA 3 ans plus tôt. Ouais. J'ai mis du temps et du coup, en fait, je suis devenu un peu un fou de ça. Et je scrute. Et c'est à ce moment donné où on commence à regarder nos niveaux de marge,
nos niveaux de différentes marges contributives et qu'on se dit ok, très bien, on sait où on va, on sait ce qu'on fait, le business est vertueux et on peut accélérer. C'est quoi une marge contributive? Typiquement, nous, on a 3 niveaux de marge contributive. Le premier, en fait, tu décaisses tes coûts de produit, tes frais de transaction, ton transport et logistique et ta TVA. Ça te donne une première marge. Suite à ça, tu vas enlever après, donc c'est ta CM1, marge contributive 1. Ensuite, tu vas enlever tes coûts associés au marketing digital traqué, donc Meta, Google et ainsi de suite. Ça te donne du coup une CM2. Et ensuite, après, on enlève tout ce qui est marketing notoriété, qui sont difficilement traquables. Ça peut être du coup des pop-up stores, ça peut être de l'influence marketing que tu traques pas forcément bien, bon, des choses comme ça, ou des OPEX particulières, et ça te donne du coup une CM3. Et là-dessus, on se dit, ok, combien il nous reste? Tu décaisses après tes OPEX et tu as ton niveau de rentabilité en fait. Et ce que j'aime bien calculer, surtout pour moi qui est le corps de notre business, c'est ton CAC sur LTV. C'est-à-dire que par exemple, Customer Acquisition Cost, donc le CAC, c'est combien ça coûte d'aller chercher un nouveau client. Ouais. Et la LTV, c'est la Lifetime Value, c'est combien est-ce qu'un client va dépenser le temps qu'il est client chez vous. S'il commande une fois par mois pour 12 mois, par exemple, sa LTV, c'est 12 fois sa commande, par exemple. C'est ça. Et nous, on aime bien la prendre sur des durées assez courtes en termes de LTV. Mais typiquement, si on la prend sur un an, on va se dire, OK, t'as ta durée de vie client, en fait, ton chiffre qui va dépenser chez toi, par exemple, 150 € en moyenne. On va prendre la marge contributive 1. Donc, quand le produit est livré chez lui, en fait, combien il nous reste? Et c'est sur cette marge qui nous reste qu'on va du coup adosser, qu'on va calculer du coup en rapport le coût d'acquisition. Et ça va donner un multiple. Et typiquement, il te reste 70 € et ton coût d'acquisition générique, c'est 12 €. Dans ce cas, ça donne un multiple. Et on se base là-dessus en fait pour savoir à quel niveau notre business se situe. Est-ce qu'on peut accélérer du coup en acquisition? Mais ça nous permet de le noter en fait et de se baser dessus. Et de se dire, OK, on a un modèle qui marche très bien, on peut accélérer et ainsi de suite. Ok, intéressant. Où est-ce que tu as appris tout ça? En fouillant, en me renseignant, en échangeant beaucoup, en écoutant du coup des podcasts, en achetant des petites formations et autres. Ouais. Ton comptable t'accompagne aussi toujours? C'est le même qu'au début? Non, on a Pennyline maintenant. Ok. Et je t'avoue que la comptabilité, c'était un sujet assez, assez spécial pour moi. On a fait 0 compta la première année. On a tout fait du coup pour le bilan et c'est là on s'est rendu compte qu'on avait 70 000 € de pertes. Non, on a fonctionné comme un compte courant en fait. Non mais ok. T'es à découvert, bon bah très bien, t'essaies de te mettre à 0 et autres, puis après tu te rends compte à la fin qu'au final ça marche pas comme ça. Non. Et que t'as beaucoup de frais. Et en fait tu vois au début, ton comptable te dit bon bah voilà, là on va être à peu près à 30 000 € de pertes. Et puis il rajoute des choses, on retrouve des factures et autres, et tu montes, moins 60, 70 et autres. Et c'est très stressant. Pennyline, ouais. qui est un partenaire alors Orso Media et Le Panier, ils ont fait ils ont sponsorisé, ils ont permis la réalisation de certains épisodes. Satisfait? Ouais, très bien. Et donc ça te fait ton pilotage. C'est presque ta comptabilité analytique, quoi. Ouais, t'as ton comptable qui est adossé du coup à Pennyline. Ça te permet d'avoir une vue, de le traiter toi aussi assez facilement. Ça n'empêche pas de prendre quelqu'un en interne en part-time, une admin qui va le gérer. Mais ouais, je dirais que ce qui a vraiment été game changer dans notre fonctionnement et dans mon fonctionnement de la trésorerie, c'est Agicap. Ok, intéressant. Ouais. Ce moment où tu identifies le bon persona, tu communiques auprès de lui le bon message, tu changes le packaging, tu te fais accompagner. Sur les 12 mois qu'on suivit, tu as une idée du chiffre d'affaires? Sur les 12 mois qu'on suivit, on allait chercher les 1 million. Les 1 million. Ouais. Et ça faisait 5-6 ans entre toutes tes différentes aventures et ta réflexion, 3 à 4 ans, je sais pas, voilà. Ouais. Cool. Comment faire 1 million en année 1 après 5 ans de réflexion et de rebond. Mais nous, on considère... Les overnight success, tu sais, pardon, je termine, mais le succès du jour au lendemain, parfois ça peut prendre 10 ans de réussir du jour au lendemain. Enfin, tu vois. Et bien sûr. Et je dirais même aussi que on considère le vrai lancement de Sync au moment où on a rebrand. Parce qu'en fait, on mettait pas, c'est là où on a commencé à mettre du budget d'acquisition payant. C'est-à-dire qu'avant, on ne faisait pas d'ads. On avait que de l'influence et de la croissance naturelle avec du coup du bouche à oreille. Okay. Et quelques mois après ce rebranding, on commence à mettre du budget ads. Encore une fois, limité par notre trésorerie.
Et évidemment, ce qui est compliqué là-dedans, c'est que plus tu scales, plus tu as un besoin du coup en BFR. Et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas parce que tu fais plus de chiffres que tu as plus d'oseille. Et ça, c'est un vrai truc qu'on a compris après. Et en final, tu te rends compte que quand tu fais 200 000 par mois, tu as la même problématique quand tu fais 20 000 par mois. Sauf qu'elles sont plus grandes. Sauf qu'elle est 10 fois plus grosse. C'est ça. La problématique. Voilà. Intéressant. Est-ce que à ce moment-là, tu dis tiens, je vais lever des sous pour accélérer le développement? Pour la simple et bonne raison, c'est que la cap table, elle est éclatée. On commence à avoir pas mal de love money. On est complètement dilué. Moi, je suis à 20% de la boîte. Et en fait, on peut pas lever. Et là, on passe 1 an et demi à plus ou moins essayer de scaler. Mais du coup, en se disant, mince, c'est compliqué à gérer parce qu'il n'y a aucun fonds qui rentrera dedans. Ça se passait très mal avec mon ex à ce moment donné. Donc, du coup, on essaie de trouver des arrangements. Et là, c'est assez compliqué parce que tu te focuses sur le produit. Tu sais que ta cap table, elle est éclatée, que c'est compliqué à gérer, que humainement parlant, c'est en train de te détruire, mais tu te concentres en fait sur la boîte. Et à ce moment donné, en fait, je mets toute ma force dans la mission de Sync. Et je priorise la personne morale. C'est intéressant. Tu mets tout ton poids, tout le poids du corps sur la mission, le développement de Sync, dans un contexte qui est peut-être un peu frustrant. Faut rester motivé quand on a été dilué, qu'on a plus que 20% de son bébé. Ouais. Qu'il y a une ambiance. Tu m'as dit que c'était humainement l'année la plus difficile de l'histoire de Sync. Ok. T'aurais pu choisir d'essayer de régler les problèmes avant d'appuyer sur l'accélérateur. En tout cas, de te pencher en avant pour. Ouais, mais je savais qu'au moment où j'avais cédé la moitié de mes parts, j'arrivais à un point de non-retour. Et je pense que je l'ai fait par désespoir ou en fait par manque de projection. J'étais concentré en fait sur la marque et je me suis dit c'est pas grave. Je suis pas intéressé par l'argent et autres. Ça me dérange pas tant que dans la mission on y arrive en fait, tu vois. Et alors je vois complètement les choses différemment maintenant parce que évidemment une association c'est comme un mariage. Il faut des clauses de sortie également. Et je referai jamais de boîte sans pacte et autres. Mais est-ce que c'est comme un mariage ou est-ce que c'est pire? Non, mais pardon. Ouais, je pense que c'est pire. Parce qu'il y a la notion du coup, business et du coup argent qui est en jeu. Et en l'espace de 2-3 ans, les gens changent. Leurs besoins sont différents, leurs attentes sont différentes. Et si t'es pas réunis autour d'une vision commune forte, ça casse forcément. Ta cap table est toujours la même? Ouais. À l'heure actuelle, oui. Sauf que je suis en train de faire du coup une LBO qui me permet de remonter en majorité absolue dans la boîte et de passer 12 à 4 actionnaires. C'était un petit peu impensable. Je pense que les gens me disaient, j'ai des amis qui sont dans le business et qui me disaient, mec, t'as 2% de chance pour que ce que tu vas faire là, ça marche. Et je pense que de toute façon, il y a toujours une forme de justice. L'intention de départ, tu la retrouves. Et voilà, je pense qu'en fait, il y a pas de hasard, que les choses se font. Et c'est intéressant parce que ça nous permet du coup, moi, ça me permet de reprendre une grosse partie du capital et de pouvoir du coup l'ouvrir à une levée ensuite si on veut accélérer plus fort. Parce que là, on est sur une traîne à peu près entre 2 et 2,5 millions. Donc c'est à ce moment donné où même avec une petite team, on peut se dire bon maintenant est-ce que on a trouvé du coup notre produit, notre marché, les KPI sont très bons, c'est peut-être pas tant qu'il faut accélérer fort, mais en tout cas c'est plus facile quand t'as 75% de la boîte que quand t'as 20%. 75 de la croissance et de l'EBIT, tu fais combien d'EBIT? Tu communiques dessus? Ouais, on est sur une traîne entre 15 et 20%. Ok. Ouais. Et de la croissance. Ouais. Ok. J'ai plein de questions, mais peut-être un sujet qu'on n'a jamais abordé, et je suis certain que ça vous intéressera, chers auditrices, chers auditeurs, ou au moins certains d'entre vous, mais tu peux m'expliquer, comme si j'avais 5 ans, l'opération que tu es en train de faire pour nettoyer, le terme est pas beau, mais ton capital? Ouais. Typiquement, je trouve un deal avec mes actionnaires du coup qui sont de la low money au départ, qui est un complément de prix. Alors l'idée ne vient pas de moi, mais de gens plus intelligents que moi et plus malins. Mais en gros, si tu veux, le principe c'est de racheter à une valorisation que tu définis avec eux leur part. T'as un complément de prix qui fait que quand tu vends ta boîte, t'as une clause tu leur dois de l'argent.
Donc l'argent, il le touche pas tout de suite, il le touche après. Au moment de la vente. Ouais. Il y a je fais juste une parenthèse, mais on peut aussi racheter sur de l'ébit futur. Donc, ouais. Enfin, c'est une autre option. Hein. On peut dire, je te rachète 1 euro aujourd'hui et un complément, je sais pas, 1000 euros par action, 100 000 euros par action, sur 3 ans, en prenant la part des dividendes sur le ou des résultats pour te les racheter, quoi. Ouais. Donc toi, c'est lors d'une revente future. Ça veut dire que si Sync se revend un jour, ils toucheront le prix, le montant sur lequel vous êtes mis d'accord. Ouais. Et dans le cas contraire, si c'est moi qui rachète, il y a du coup un tableau d'EBITDA annexé à la croissance et quelque chose qui permet en fait de pour eux t'en sortir soit par le haut, soit par le bas. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Ils pourraient simplement dire non, j'attends. Ouais. Ils pourraient dire non, j'attends. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Ils y gagnent à ce que la boîte scale, parce que le problème, c'est que dans la situation actuelle, tu ne peux pas lever. C'est très difficile de voir une perspective. Voilà, donc tu arrives à un point où faut que ça bouge. Et en parallèle, en effet, via ma holding, je fais de la dette. J'injecte du coup 250 000 euros dans la société. Je fais un effet levier pour faire l'équivalent de 500 000 euros de levée de fonds. Ça permet de mettre du cash dans la boîte. Ça permet aussi pour moi de remonter au capital, d'avoir une cap table clean et d'avoir un nouveau départ en fait. Cette discussion, elle a dû être un peu compliquée. J'imagine qu'il y en a qui sont intelligents et qui peuvent l'entendre. Les tout premiers copains de ton frère ou d'un ami, enfin les coachs, ton meilleur ami, voilà, qui ont mis 20 000 euros, ils se disent bon, de toute façon c'était peut-être perdu. D'ailleurs, quand on investit, hein, le meilleur conseil qu'on m'a toujours donné et que je peux vous partager, chers auditrices, chers auditeurs, c'est que faites votre maximum pour que votre investissement fructifie, aidez l'entrepreneur, j'en sais rien, la manière dont vous pouvez le faire, mais je pars du principe moi que l'argent est perdu. Tu vois, il y a un côté très pourvu que ça marche, mais dans l'investissement, surtout en business angel, t'as 9 chances sur 10 que ça capote, quoi. En tout cas, il faut l'avoir en tête. Donc j'imagine, qu'avec certains la discussion est simple, avec d'autres elle est peut-être plus compliquée. Quels arguments, quelles frictions tu rencontres et comment tu les as? Ça a été hyper compliqué tout court. Ok. Avec la team, donc avec mon cofondeur, on a eu aussi des phases qui étaient compliquées. Avec la Love Money, avec un business angel aussi. C'est très dur parce que il y a des moments où ça va être très fort émotionnellement parlant, mais t'es obligé d'y aller avec des objectifs qui sont clairs. C'est des sujets qui sont difficiles à aborder parce qu'il y a une notion à l'argent, un rapport à l'argent. Quand au départ tu veux faire entrer de la Love Money, que t'as pas fait d'école de commerce, que t'as un bac pro et que tu pitches sur du design, tu rêves grand. Donc tu mens pas parce que pour toi ta boîte en fait elle va conquérir le monde et tu transmets en fait cette émotion. Et les gens y mettent en disant bah voilà, je mets 20 000 balles, mais en fait peut-être que dans 3 ans, c'est ma porte de sortie pour faire un x15. Et ça va changer ma vie, en fait. Et c'est très difficile, en fait, quand tu reprends, en fait, ces gens qui ont mis les Love Money au départ, pas de manière professionnelle, mais tu vois, voilà, avec le cœur, et un intérêt financier derrière, mais pas de notion de réel investissement et du risque, capital risque, comme tu l'as évoqué là. En disant, je mets et je pars du principe que je perds. Et en fait, quand tu leur dis, bah, en fait, mec, ça va pas être encore maintenant, et là, par contre, j'ai besoin de tes parts, c'est très compliqué, c'est très dur. Je pense qu'en l'espace de 4-5 mois de négociation, même si avec mon ex et autres, ça fait 1 an ça fait 1 an et demi qu'elle est plus dans la boîte, mais ça a été quand même très compliqué. Je pense que j'ai été plus fatigué en 4 mois qu'en 4-5 ans. Hyper intéressant. T'as des conseils à donner? Tu t'es fait accompagner? Ouais, je pense que l'accompagnement est indispensable, mais bien souvent, en fait, il peut être... dans ta cap table, tu as des gens qui sont business et pas business, les attentes et la notion de connaissance est très différente. Et c'est compliqué de gérer ça, en fait. Et bien souvent, ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que te faire accompagner avec un conseil qui va être très agressif ne marchera pas avec certains, marchera avec d'autres. Au final, c'est toi au milieu. Tu prends tes bonnes informations parce que je suis pas lawyer, je suis pas, tu vois. Mais après, il faut que tu trouves un entre-deux. Et tu as une forme de rôle de médiateur au milieu. Et tu dois à la fois, du coup, te dire... Moi, je me suis toujours dit, est-ce que je respecte Sync, la personne morale, et est-ce que je me respecte, est-ce que je respecte les autres? Mais la priorité, c'est est-ce que je respecte Sync? Et dans toutes les décisions que j'ai prises, j'ai pu être dur, c'était pour qui je le fais, en fait. Et ça n'a jamais été pour moi. Ça a été pour la boîte. Et ça m'a permis, en fait, de convaincre, certainement,
et d'être bien avec ce que je faisais. Parce que si je l'avais fait pour moi, en fait, j'aurais eu des remords, des regrets. Salut Stéphane Echer. C'est très riche. Des remords, des regrets. Non, c'est peut-être pas lui, si. Je sais pas. Je sais pas, bref. Pas C'est très très riche ce que tu viens de nous dire et c'est hyper intéressant. T'as parlé des personnes morales, c'est assez... mais toujours l'intérêt de la boîte avant tout, quoi. Ouais. Avant le tien, ensuite tes associés, l'intérêt de la boîte. J'ai toujours fait ça. Je me suis dit, au tout début de la boîte, je me suis dit, je fais ça. Je pense qu'il y avait une forme de désespoir aussi, évidemment, parce que ma situation, elle était désespérante pour n'importe qui, mais je l'ai fait en me disant, je peux mourir dans 4 ans. Si la boîte explose, je m'en fous, en fait. Et c'est marrant, mais c'est un truc que j'ai gardé longtemps. Bon, évidemment, maintenant, non, je suis pas dans le même mood, mais j'ai toujours priorisé la boîte. C'est évident. Et j'appelais ça la marque, en fait. Pour moi, c'est une entité, c'est pas une boîte comme on pourrait l'entendre pour faire de l'argent, par exemple. Ok, hyper intéressant. Et vous êtes arrivé à bon port. Vous avez fini cette discussion, cette conversation. Ça va se faire, ça se fait, ça va se signer. Ouais, okay. ouais. Bah félicitations déjà parce que c'est pas une discussion qui est facile, c'est pas une situation qui est facile et j'imagine que ça remotive pour la suite. Tu fais donc 1 million au nouveau, à la nouvelle naissance, à la dernière naissance de Sync, puisqu'il y en a donc eu plusieurs. Cette année, tu vas faire entre 2 millions et 2 millions 5, tu me dis. Ouais. Ok, vous êtes 3, c'est une belle perf. Lever des sous, on en reparlera à l'occasion, on se rappellera, mais c'est bien, ça permet d'accélérer, mais c'est aussi ce que tu fais, c'est pas mal. Hein. Si tu arrives à faire de la croissance tout seul, à la financer, puisque sur 2 millions et demi, si tu sors quoi, 20% d'EBIT, ça te fait 500K que tu peux réinvestir dans la croissance, ou t'en prendre un peu au passage pour sécuriser. Et t'es seul maître à bord à 60 ou je sais pas combien de pourcents tu auras après cette discussion. 75 à peu près. 75. Franchement, c'est confortable. Hein. Ouais, j'ai toujours été parti pris de la croissance maîtrisée. Quand ton business model le permet, je préfère évidemment ne pas avoir besoin et recourir du coup à de l'argent facile, parce que lever de l'argent, c'est aussi de l'argent facile, avec un engagement qui est assez fort. T'es plus chez toi, évidemment. T'as des comptes à rendre, t'as des clauses de sortie. Et au final, quand tu peux le faire sans, je préfère avoir une boîte qui scale moins fort, moins vite, mais plus pérenne. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est voilà. Ensuite, bon, l'accélération, enfin avec des fonds, est quand même plus rapide, plus facile potentiellement que seul qu'autofinancé. Je voudrais revenir sur tes leviers. Tu as fait de l'influence et tu as eu des ambassadeurs depuis le début. Tu peux me raconter ce que tu as appris, quels sont tes enseignements, et quels conseils tu peux nous donner, bien sûr, sur l'influence marketing. Les influenceurs qui ont le plus d'abonnés sont pas ceux qui convertissent le mieux. Tout est une question de niche. On a des deals où on a payé, je me rappelle que le deal le plus cher, on a payé une influenceuse super célèbre. Ça nous a coûté 10 000 balles. Je crois qu'on a fait 2000 de chiffres. Donc oui, tu gagnes en notoriété, mais tu perds quand même 1000 balles dans l'opération. Et à contrario, on a une cliente qui consommait nos produits, qui a commencé à nous taguer. Et je commence à regarder, je me dis, bah tiens, en fait, oui, elle a une chaîne YouTube. Elle fait beaucoup de recettes véganes. Elle est pas sportive, mais elle fait des recettes véganes. Et elle nous génère 30 000 euros sur quelques mois. Et en fait, t'as l'importance de choisir son ambassadeur est vraiment un sujet très délicat. Tu le fais tout seul en interne? Ouais, on le fait avec notre CM, Clem, Antonin aussi de l'équipe. Et on va chercher en fait des gens par notre réseau et autres qu'on trouve intéressants, avec lesquels on fit. Et c'est plus un choix d'affinité et un choix du coup de cœur. Et sur ces choix de cœur, on s'est jamais trompé. Et on a des très bons... on sait à peu près... L'influence marketing pour nous représente à peu près 1/5 de notre chiffre. Tu attribues 1/5 de ton CA à des ventes qui ont été faites via l'influence marketing. Ouais. Traquées. Ouais. Toutes. Okay. Traquées. Ok. 1/5 de ton CA et combien de ta dépense? 1/5 de notre CA et 3% de nos dépenses. Ok. Et tes dépenses marketing? Dépenses marketing, ça va représenter
8% de notre chiffre d'affaires. Non, pardon. Combien l'influence représente de tes dépenses marketing? Ah, ça représente 40%. Oui, 40% pour 8%. Tu m'as dit 20% du CA. Même pas, on doit être à 12-13%. Ok, compris. Des conseils, donc tu m'as dit c'est pas la taille qui compte. Ouais, c'est ça. Le tracking et l'attribution, t'as eu des plantages, t'as eu des sujets. Oh bah, au début, beaucoup. Au début, on a pris des influenceurs qui avaient 150, 200 000 abonnés, mais qui nous faisaient rien en conversion. Je pense que quand la personne aime le produit, elle le mettra davantage en avant qu'un partenariat rémunéré purement du coup business. Et nous, c'est ce qui s'est passé, c'est que on a eu le cas d'une amie du coup et ambassadrice qui consommait les produits avec laquelle on avait un contrat du coup pendant 1 an et demi. Et elle a fait un chiffre assez fort avec un très beau ROAS qui devait tourner autour de 5-6 parce que en fait, elle consommait le produit, elle l'adorait et ça se sent en fait. Et quand dans un univers maintenant où surtout avec la télé-réalité, tout le monde faisait du placement sur des produits en dropshipping, sur plein de trucs et au tout début, ça marchait très très fort. Nous, par exemple, Big Wheel, avec qui on a fait notre premier partenariat, qui a été le socle en fait de notre chiffre d'affaires au tout début, puisqu'il faisait 40% de notre chiffre. 40% de ton chiffre. Ouais. Big Wheel. Okay. 40% de notre chiffre d'affaires. C'est dur d'être dépendant, non? Au début, très dépendant. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, Big Wheel, après la première année, il a monté sa boîte, qui s'appelle Acase. Ils font des produits qui sont géniaux. Et on a dû du coup se séparer à ce moment donné. Et on se disait, merde, voilà, on a encore des codes qui tournent, Big Wheel, avec des clients qui commandent encore maintenant. Donc 2 ans après. Mais, non, je pense que si ton produit est bon, l'influence marchera. Si ton produit est bon, l'influence marchera. Ouais, c'est peut-être assez simpliste, dit comme ça. Mais nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est ça, c'est que les gens, les influenceurs qui aiment ton produit vont vraiment le mettre en avant avec le cœur. Et ça fait une différence, Quel lien tu tisses, quel lien tu crées, quelles sont les routines avec les personnes avec lesquelles tu bosses? On essaye de rester beaucoup en contact parce que toi, ton équipe. Moi, j'essaye aussi. Ouais. Okay. Notre CM beaucoup, Antonin aussi. Puis moi, j'essaye le maximum que je puisse faire. Je reste en contact parce que je les considère comme des membres d'équipe, des membres de l'équipe. Et comme je suis déjà amoureux de mon produit au départ, le fait de savoir que les gens le consomment et autres, c'est ce qui me rend le plus heureux. Amoureux de ton produit, passionné, ça revient souvent. Hein. Ouais. C'est important. C'est mon côté yin. Ton côté Yin. À l'inverse de yang. Ouais. Okay. C'est quoi le yang du coup? Le yang, c'est le côté un peu plus affirmé, caractère, et le yin, c'est plus la partie créativité, c'est la partie un peu féminine. Ouais. Et le karma et tout ce que tu peux faire autour de ça. Ok. Sync, synchronisation du corps et de l'esprit. Hein. Ah oui, je t'ai même pas posé la question. Synchronisation du corps et de l'esprit. Ouais. Sync. Ok. En termes de distrib, tu fais, alors je le sais parce que tu me l'as dit, mais 90% en ligne sur ton shop. Ouais. Ok. Vous avez fait de la distribution physique? Ouais, c'est venu naturellement au tout début. Pas mal de box de CrossFit, de salles de sport, studios de coaching. Et après, on a eu beaucoup de demandes entrantes sur Paris. Des studios de coaching un peu premium. Comment est-ce qu'ils t'ont découvert? Influence marketing et recommandations. On a beaucoup de bouche à oreille, de nutritionnistes, de sportifs. Et comment est-ce que tu l'encourages, le bouche à oreille? Est-ce que tu as des techniques à nous partager? Franchement, au départ, pas du tout. Un bon produit? Un bon produit, mais vraiment, on y revient. Et après, on a fait un peu de reco, mais on a quand même, on a mis alors, dans nos outils qu'on a, on a nos commerces qui permet du coup d'avoir un surveil post-achat qui est excellent en fait. Nos commerces, hein. Ouais. Que tu as dans ton checkout et qui nous permettent du coup de savoir un peu d'où les gens viennent. Et c'est hyper intéressant parce que t'as à peu près 50% des gens qui y répondent. Donc t'as un bouton d'engagement. Et ça te permet du coup de savoir s'ils viennent du bouche à oreille, de l'influence ou autre. Et t'as quand même une bonne partie qui vient du bouche à oreille, même encore maintenant. No comme en anglais, un KNO, No commerce, et donc vous êtes sur Shopify, pardon, je l'ai pas dit, mais on peut le faire. Stack technique Shopify, ton outil de prédilection dont tu ne peux pas te passer. Qui est Polar Analytics. Ouais. On a testé pas mal d'outils, on a testé Triple Whale, on a testé Dive, qui était une bonne solution aussi.
Et non, Polar est terrible en termes d'analyse. On est sur Shopify Plus. On y est passé avant même de faire le million, contre toute recommandation à l'époque. Mais on avait un besoin en fait de scinder tous les indépendants qui venaient acheter sur le site du D2C en fait. Et Shopify Plus te le permet en fait de séparer. T'as une partie B2B avec un portail et t'as une partie D2C. Ce qui permet, comme on l'aborde souvent sur le panier, mais de gérer tout ta réa pro B2B sur ta même plateforme, c'est assez pratique, entre autres. Et Klaviyo sur la partie CRM et emailing. Hein. Ouais. Ok. On parlait de no commerce, donc pour savoir d'où tes acheteurs viennent. En post-achat, en survey post-achat, comment le survey en français, c'est en enquête, enquête post-achat. Comment est-ce que tu encourages donc tu m'as dit que tu as 70% de returning customer sur ton CA. Enfin, ton CA est à 70% généré par du returning customer. Ouais. Comment est-ce que ça, tu l'encourages? Comment on l'encourage? Écoute, on a pas mal de flows via Klaviyo qui permettent de les réactiver. On a la chance d'avoir un produit qui se consomme, consommable et répétitif. Donc les gens recommandent. Parce que là, tu m'as offert. Alors, Kevin a été adorable et m'a apporté une boîte découverte, le Discovery Pack, avec une dizaine, je vais pas dire de bêtises, de sachets dedans. Ouais. Et je regardais sur le packaging qu'il faut en consommer jusqu'à 1 à 3 portions par jour. Oui. En fait, on va faire très simple. Donc une boîte me tient 3 jours, quoi, la semaine. La boîte Discover, elle permet de découvrir les parfums. Ouais, c'est parce qu'on a plusieurs flavors à l'intérieur. Sinon, c'est des sachets qu'on vend qui sont des sachets de 600 grammes. On a 6-7 flavors différentes. Okay. Et là, du coup, tu as une dosette. Alors, on a enlevé les dosettes plastiques pour faire des dosettes compostables à base de maïs. À base de maïs? Ouais, en fait, tous les clients nous disaient, mais en fait, les gars, au bout d'un an, j'ai 10-12 dosettes en plastique, j'en fais quoi? Et on a fini par les enlever. Et du coup, on les vend, du coup, séparément. Et non, en fait, pour revenir rapidement sur la protéine, tu as un besoin journalier quotidien qui est à peu près à 0,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour quelqu'un de sédentaire. Et tu peux monter jusqu'à 1,5 ou 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour des personnes qui veulent perdre du poids ou prendre du muscle, ou les sportifs. Notamment les personnes qui font du trail sont celles qui ont besoin de plus de protéines. Plus de protéines qu'un mec qui va à la muscu 4 fois par semaine. Et donc typiquement, c'est pour ça en fait tu le calcules en fonction. Si tu te dis bah tiens voilà je fais 80 kilos, j'ai besoin de 160 grammes de protéines ou 140 grammes. Combien j'arrive à atteindre dans mon alimentation du coup quotidienne et combien il faut que je rajoute. S'il faut que je rajoute 60 grammes, bah je prends 2 doses. Ok, compris. Kevin, c'était passionnant. C'est une très belle histoire. Je pense qu'on aurait pu parler encore des heures de tout ce qui est autour de ton aventure et qui n'est pas forcément e-commerce. Je suis toujours admiratif de la résilience et de la persévérance d'entrepreneurs comme toi. Il faut savoir s'accrocher. C'est marrant parce que j'ai aussi souvent cette discussion de savoir quand est-ce que tu pull the plug en anglais, quand est-ce que tu débranches et que tu dis bon ça va, j'ai testé, j'ai pivoté, j'ai changé d'associé, j'ai relevé des fonds, ça marche pas, bah j'arrête. C'est incroyablement difficile pour vous, chers auditrices, chers auditeurs, qui n'avez pas encore entrepris, si vous allez le faire. C'est incroyablement difficile, cette question parfois, et de se dire à quel moment est-ce que j'arrête. Toi, t'as pas arrêté, ça marche, c'est cool, c'est une très très belle histoire. Merci infiniment d'être venu la partager avec nous sur le panier. Vous pouvez retrouver Sync Protein sur syncprotein.com, tout simplement, protéine en anglais, Protein, et Sync CNC. Et surtout, vous retrouverez Kevin Aourag sur LinkedIn si vous avez des questions et vous voulez poursuivre la conversation, ou si vous souhaitez, je sais pas, faire un partenariat ou une collab ou de la distrib. Kevin Aourag, ça s'écrit AOURAGH sur LinkedIn. C'est bien de le préciser. Écoute, merci Laurent, c'était un plaisir. Ben ouais, et merci à toi d'être venu. Tu t'es dit un jour en écoutant le panier que t'aimerais bien y passer un jour. Que j'aimerais y être, ouais. Voilà, bah je sais que t'écoutes aussi Génération Do It Yourself. Matt, je lui ferai signe, mais voilà, te voilà et je suis infiniment heureux de t'avoir reçu. Merci infiniment. Merci. Et merci à vous toutes et tous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.